Euh, D'abord, c'est quoi les ethnies? La définition en sciences sociales qui est la plus communément admise considère qu'il y a 3 éléments qu'il faut remplir pour qu'une communauté soit dite ethnique. Le premier élément est une différence en termes de langue, une langue qui lui est propre. Le deuxième, c'est des éléments de culture qui lui sont propres également, notamment le culte qui est rendu aux morts, l'organisation sociale en général. Et le troisième, qui est aussi le plus important, c'est l'assise territoriale. Donc une ethnie est supposée avoir une assise territoriale propre, qu'elle ne partage pas avec d'autres. Si l'on s'en tient à ces 3 éléments de définition, il est force de constater qu'au Rwanda, ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, les sciences sociales ont ceci de particulier par rapport aux autres sciences qu'elles ne sont pas exactes. Et donc, les définitions théoriques ne correspondent que très rarement aux réalités qu'on observe sur le terrain. Et au Rwanda, effectivement, au moment où on a commencé à parler de la réalité ethnique, à savoir au moment de l'arrivée des missionnaires et plus tard des colons, Hutu, Tutsi et Toi ne correspondaient pas à cette définition théorique. Nonobstant cela, il me semble qu'au fil de l'histoire, là, vous m'excuserez, je fais un énorme raccourci d'ailleurs. Au fil de l'histoire, les Rwandais sont arrivés à se constituer, à se penser et à s'identifier en termes ethniques. Et effectivement, Hutu, Tutsi et Toi, même si au départ, ils n'étaient pas des ethnies, ils en sont devenus à se constituer, à se penser, à se dire et à s'exprimer même en tant qu'ethnie, c'est-à-dire en tant qu'entité distincte dans un pays, on va dire, partagé. C'était pour des besoins, d'une part, de domination et d'hégémonie politique, et des besoins d'accaparation de privilèges sociaux qui sont évidents. À l'époque, le pouvoir monarchique, justement, tenait un pouvoir qu'il contrôlait de manière quasi exclusive. C'est pas quasi exclusive, mais c'est de manière parfaitement exclusive. Et donc, il n'était pas question de partager ce pouvoir. Il était plutôt question de rester au pouvoir et pour en jouir de tous les bénéfices. Cela tient aussi à une particularité de la conception du pouvoir en Afrique, et là je fais une petite digression, qui veut que le pouvoir n'est pas considéré comme étant le moyen d'atteindre le bien-être commun, il est plutôt considéré dans une façon patrimonialiste, voire clientéliste, de dire qu'on est au pouvoir pour s'enrichir soi-même, sa famille, son clan, son lignage et plus tard, plus loin, son ethnie. Et donc, l'ethnie est devenue, qui au départ dans les définitions sociales est un élément justement de définition et d'identification sociale, en est venue au Rwanda à être un élément d'identification et de revendication, voire de combat ou de militantisme politique. Et il est vrai qu'aujourd'hui, et c'est pas moi qui vais le nier, et vous en êtes sûrement rendu compte, à travers tous les témoignages qu'on a eus et tous les exposés qui ont été faits, il n'est pas possible à l'heure actuelle de parler du Rwanda sans parler des ethnies, sans parler de leur existence, de leurs faits et des conséquences que cela peut avoir sur la vie des Rwandais. J'étais supposé aussi apporter non seulement ces moyens de définition, mais aussi certains éléments de témoignage. Je ne sais pas combien de temps il me reste, 5 minutes je pense. Cette réappropriation du terme de la réalité et du fait ethnique en est venue à tel, j'en veux pour preuve que justement aujourd'hui, un Rwandais qui en rencontre un autre, tôt ou tard, la question de c'est quoi son ethnie finira par se poser. Je suis sûr que même au moment où je vous parle, il y a certains dans la salle qui sont en train de se demander, mais celui-là qui parle, il est de quelle ethnie? Donc c'est bien la preuve que cet outil effectivement est devenu vraiment le principal outil d'identification du Rwandais. J'en veux encore pour une autre preuve qu'on tient tellement à nos ethnies qu'on ne veut pas que quelqu'un nous en prive. À chaque fois qu'il y a eu des tentatives, que ce soit par le pouvoir royal, monarchique en 58 et puis en 60, et que ce soit d'ailleurs le régime actuel maintenant, quand ils ont voulu supprimer la mention ethnique dans les cartes d'identité, il y a eu un tollé du peuple rwandais de dire que non,
vous le supprimez, d'accord, mais vous le supprimez pour de mauvaises raisons, ce qui est vrai, et on tient, nous, à nous réaffirmer en tant que peuple rwandais, d'accord, mais aussi en tant que Hutu, Tutsi, Hutois. Cela veut dire donc qu'il y a eu ce problème-là de réappropriation, mais il faut aussi distinguer le problème ethnique de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Ici, il n'est pas question pour moi, et je ne dis pas que le problème Hutu-Tutsi est le fait même de l'existence des ethnies. Le fait qu'il y ait des Hutus, qu'il y ait des Tois, qu'il y ait des Tutsis qui se pensent et qui s'expriment en termes ethniques ne veut pas dire que c'est un problème en soi. Le problème, c'est l'instrumentalisation, l'utilisation qu'on en fait pour des besoins de domination, encore d'hégémonie politique, ou de revendication, de combat pour le pouvoir, pensé de manière exclusive, encore une fois. Donc, l'existence des ethnies en soi n'est pas un problème. D'autre part, il ne convient pas de faire ce que j'appellerais des généralisations de fait ou des amalgames d'ensemble. Il n'y a pas de problème entre les Hutus en tant que groupe et les Tutsis en tant que groupe ou les Tois en tant que groupe. Il y a effectivement des problèmes entre des Hutus, des Tutsis et des Tois qui concernent encore une fois la réalité du pouvoir. Et les Hutus, les Tutsis et les Tois, même si ce sont des ethnies en tant que telles, ne constituent pas pour autant des blocs monolithiques. Il n'y a pas... ils ne sont pas des réalités lisses qui ne sont traversées par aucun clivage. Bien sûr qu'il existe au sein des Tutsis des clivages d'ordre politique, social, lignagé, clanique, et qu'il existe également des clivages, des éléments de tension au sein des Hutus, que ce soit d'ordre régional, d'ordre lignagé, encore une fois, au sein de ces clivages régionaux. Et il n'existe pas également de blocs monolithiques, trois qui seraient opposés aux deux autres ou qui seraient instrumentalisés tel que ça a pu être le cas, ça a pu être dit par les uns ou par les autres. Maintenant, j'aimerais faire une sorte de rapprochement entre, j'en ai déjà parlé brièvement, entre la période qui nous occupe, à savoir la période, on va dire, de la Révolution, et la période actuelle. On remarquera qu'il y a un élément de rapprochement en ce qui concerne l'attitude des régimes en place, monarchique d'une part et le régime du FPR, on va dire, actuellement. Cette attitude, c'est une attitude que moi j'appelle une attitude de déni. C'est de dire, ceux qui considèrent qu'il y a un problème Hutu-Tutsi, donc ceux qui considèrent qu'il y a un problème ethnique, ce sont ceux-là les semeurs du problème. Il n'y a pas de problème ni ethnique, ni entre les Hutus, ni entre les Tutsis, ni entre les Tois. Et cela est manifeste à travers le slogan que nous avait montré tout à l'heure un des animations qui a parlé, en disant Hutu, Tutsi, Tois sont des prénoms, Banyarwanda est notre nom. Cette rhétorique, vous la retrouvez aussi bien à cette époque-là qu'à l'époque du moment où le roi Rudahigwa, non pas Rudahigwa, oui, si, effectivement, et celui qui lui a succédé, Tidjeri, disait qu'on ne considère pas au Rwanda qu'il y ait un problème ethnique. Et cette rhétorique, vous la retrouvez également, quasiment mot pour mot, par le pouvoir en place aujourd'hui, ou par le même évoquer même le terme Hutu, Tutsi et Tois peut vous conduire en prison. De dire que non, au Rwanda actuellement, nous sommes tous des Banyarwanda, et il n'y a ni Hutu, ni Tois, ni Tutsi. C'est donc la même attitude de déni que vous retrouviez à l'époque, vous la retrouvez encore aujourd'hui. Et c'est effectivement un des rapprochements qui peut être fait à travers l'histoire, à travers les 40-50 ans qui vont de la période de révolution, qui a conduit à l'indépendance à la période actuelle. Mais est-ce que cela veut-il dire qu'entre les deux, il n'y a pas eu de problème ethnique? Est-ce qu'à l'époque des républiques, que ce soit aussi bien la première république dirigée par M. Kayibanda Kigwa, que la deuxième république dirigée par Feu Habyarimana Juvenal, n'y a-t-il pas eu de problème ethnique?
Si, il y a eu des problèmes ethniques, parfois certains s'évertuent à le nier, mais je pense que peut-être on ne s'affrontait pas comme on s'est affronté en 1994 ou comme on continue de s'affronter aujourd'hui, mais il y avait cette prégnance, cette marque subjective ou objective d'ailleurs de la réalité ethnique dans l'esprit des gens. Et à ce sujet, je finirai par cela, je peux raconter une anecdote personnelle qui m'est arrivée, et j'aime à la raconter justement parce que, à chaque fois que je parle des ethnies, parce qu'elle prouve bien qu'il y avait un problème ethnique qui restait, et cela prouve bien que c'était particulièrement le cas aussi bien sous les autres républiques, sous la première que particulièrement la deuxième république. J'avais 5 ans. J'étais à la maison, j'étais en train de jouer avec le fils du voisin dans le jardin, quand un collègue de mon père s'est présenté chez nous. Il venait pour rencontrer mon père. Mon père il ramenait souvent des dossiers à la maison, et il avait, dans une des pièces de la maison, il avait constitué un petit bureau. Et il s'y trouvait. Et alors, le collègue de mon père vient, et il me demande si mon papa est là. Je lui dis que oui, qu'il est là, qu'il est dans son bureau. Il me dit, il veut le chercher, j'ai besoin de le voir pour une raison. En fait, ils étaient en train de préparer une rencontre sur l'échelon régional. Et moi, je m'en vais, je dis à mon papa, il y a ton collègue qui veut te voir, il attend dans le salon. Et donc, mon papa sort, il va rencontrer son collègue. Et vous savez, pour ceux qui avaient des fils, je considère que c'est le cas de la majorité ici, les fils ils sont toujours à la suite de leur père. Quand ils rencontrent un collègue, ils s'attardent, ils jouent un peu. Et j'étais là avec mon père pendant que mon père parlait à son collègue. Et je me souviens distinctement des propos qu'a tenus son collègue à mon père. Il a demandé, il a demandé cela en kinyarwanda, mais je vais le dire en français pour les non-francophones. Il a demandé, mais Dismas, nous te connaissons, nous savons que tu es Hutu. Ta femme, Esthérie, nous la connaissons aussi, et Hutu. Comment cela se fait que vous mettez au monde des enfants Tutsi? Cette anecdote répond à ceux qui se posaient la question que j'ai évoquée au départ, celui qui est sur l'estrade, de quelle ethnie il est. Mais cela prouve aussi que ce problème, même s'il n'avait peut-être pas les proportions qu'il a pu avoir par après, ce problème existait effectivement et restait prégnant dans l'esprit des Rwandais. Je terminerai en disant quelles sont les solutions qu'on a tenté d'y apporter, puisque s'il subsiste toujours ces solutions n'ont peut-être pas aussi bien marché qu'on l'espérait. D'une part, ça a été l'attitude de déni des pouvoirs que j'ai mentionnés tantôt, et sous les républiques, il y a eu l'une des solutions les plus symboliques a été en tout cas la politique des quotas, qui n'a pas non plus marché et qui n'a pas eu les résultats escomptés en tout cas. Bon, maintenant, quelle serait la solution à apporter à ce problème-là? Me semble-t-il que, en fait, la solution, on dit souvent la solution en Afrique, c'est un changement de mentalité, mais bon, c'est souvent un terme générique, une sorte de slogan qu'on apporte à toute, qu'on veut pour nous imposer en disant, bon, changez d'abord de mentalité et puis vous verrez que le reste suivra. Mais quelque part est vrai là-dedans parce qu'il faut justement changer la conception du pouvoir et de l'élite qui arrive au pouvoir. C'est de dire que le pouvoir n'est plus un privilège en soi, n'est pas un instrument de direction ou de domination ou d'hégémonie, c'est plutôt œuvrer pour le bien, quelqu'un tout à l'heure en a parlé, j'ai trouvé les mots justes, c'est plutôt d'œuvrer pour l'intérêt général, pour le bien commun. Que celui qui est au pouvoir ne se dise pas que je suis au pouvoir parce que je suis Hutu, je suis au pouvoir parce que je suis Tutsi, donc je dois me raccrocher en tant que tel à tout prix, c'est plutôt de dire que je dois œuvrer pour l'ensemble, pour le vivre commun pour l'ensemble de la population rwandaise, ou régionale d'ailleurs, puisque comme on l'a vu, la question ethnique n'est pas seulement l'apanage du Rwanda, mais elle a débordé vers les frontières des pays voisins. Voilà, c'est tout. Enfin, merci. Merci Noël pour ton témoignage.
Si, je me suis présenté, je pense. Mais je m'appelle Oudaïmonka Dianoël. Oudaïmonka Tsaïmana Dianoël. Je suis d'origine rwandaise. Quel est mon parcours académique? En fait, je suis économiste et politologue. Je précise politologue, pas politicien. Même si parfois il y a des gens qui veulent rapprocher les deux. J'ai fait mes études supérieures ici à l'Université catholique de Louvain, donc une candidature en sciences économiques et sociales, une licence en sciences politiques et une maîtrise en sciences politiques et relations internationales, et j'avais commencé une recherche doctorale sur le thème des diasporas rwandaises en Belgique. Voilà. Merci beaucoup.